Au Rwanda, le nouveau Premier ministre est connu. Son nom, Edouard Ngirente. Il a été nommé ce mercredi par le président Paul Kagame, une personnalité peu connue sur la scène politique rwandaise. En République démocratique du Congo, le recensement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï va commencer le 4 septembre, annonce faite ce mercredi par Corneille Nangaa, président de la commission électorale. Au Cameroun, le président Paul Biya joue l'apaisement. Il a décrété ce mercredi l'arrêt des poursuites judiciaires pour terrorisme et rébellion contre des leaders de la minorité anglophone dont la fronde est persistante. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Le président rwandais Paul Kagame a nommé ce mercredi au poste de Premier ministre une personnalité peu connue, Edouard Ngirente, entraînant un remaniement qui pourrait voir plusieurs ministres de longue date perdre leur poste. Nouveau venu dans la politique rwandaise, Ngirente succède à un homme politique confirmé, Anastase Murekezi, qui occupait cette fonction depuis juillet 2014 après avoir été ministre du Travail. Il est membre du Parti social-démocrate PSD, le deuxième parti du pays, membre de la coalition au pouvoir, très largement dominé par le Front patriotique rwandais FPR du président Paul Kagame. Économiste de formation, le nouveau Premier ministre a été haut conseiller auprès du directeur général de la Banque mondiale à Washington et a également servi au sein du ministère rwandais des Finances. Au Zimbabwe, des milliers de partisans du parti au pouvoir ont défilé ce mercredi à Harare. Objectif, soutenir la première dame du pays, Grace Mugabe, accusée d'agression lors d'une visite en Afrique du Sud. Une situation qui a fait beaucoup de bruit et qui a tendu les relations entre les deux pays voisins. Réunis à l'appel de la ZANU-PF, le parti au pouvoir et d'une organisation d'anciens combattants de la guerre d'indépendance, les manifestants ont parcouru les rues de la capitale Harare jusqu'au siège du parti du président Robert Mugabe. Ils étaient des milliers de partisans participant à ce défilé pour apporter leur soutien à la première dame Grace Mugabe, accusée d'agression lors d'une visite en Afrique du Sud. Il y a 2 semaines, un mannequin sud-africain, Gabriela Engels, âgé de 20 ans, a porté plainte contre Grace Mugabe, l'accusant de l'avoir violemment frappé avec un câble électrique dans une chambre d'hôtel à Johannesburg. Grace Mugabe a réussi à quitter l'Afrique du Sud dans la nuit du 19 au 20 août, échappant ainsi à toute poursuite après avoir obtenu une immunité diplomatique accordée par les autorités sud-africaines. Grace Mugabe, dont la présence a été annoncée à la manifestation de soutien de ses partisans, n'est finalement pas apparue. Le principal parti d'opposition du Zimbabwe, le Mouvement pour un changement démocratique, MDC, s'est pour sa part indigné de ce rassemblement pro-régime. En République démocratique du Congo, le recensement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï, théâtre de violence dans le centre, va commencer le 4 septembre, après celui dans les 24 autres provinces, a assuré ce mercredi le président de la commission électorale. Je demande à la population d'y participer massivement pour permettre à la CENI de publier le calendrier électoral, a ajouté son président Corneille Nangaa dans un discours public à Kananga, principale ville du Kasaï. Au total, 40,69 millions d'électeurs ont été enrôlés dans les 24 autres provinces, a fait savoir Nangaa. La population de la République démocratique du Congo compte environ 70 millions d'habitants. Le gouvernement sud-soudanais a organisé une conférence de presse ce mercredi pour se défendre d'être responsable de la mort d'un journaliste américain. L'homme a été tué ce samedi dernier donc, par l'armée sud-soudanaise alors qu'il couvrait des combats entre troupes gouvernementales et troupes rebelles. Au Soudan du Sud, Christopher Allen, un journaliste photographe indépendant de 26 ans, a reçu une balle dans la tête alors qu'il accompagnait les rebelles dans la ville de Kaya, à l'extrême sud, à la frontière avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'affrontement a fait 18 autres victimes, 15 rebelles et 3 soldats, selon l'armée sud-soudanaise. Christopher Allen n'a pas été visé, a déclaré le ministre de l'Information Michael Makoué, qui a démenti les accusations selon lesquelles
le journaliste avait été délibérément pris pour cible par l'armée gouvernementale. Mais toute personne qui se trouve dans le camp opposé est généralement une cible. Rien n'indiquait qu'il était un journaliste, a poursuivi Makoué, tout en assurant que si Alan couvrait les activités des rebelles, alors il était clairement un rebelle. Le ministre de l'Information a assuré mercredi que le gouvernement avait refusé un visa à Christopher Allen en raison de sa couverture hostile du conflit et qu'il était donc entré illégalement au Soudan du Sud. Le porte-parole de la rébellion, le colonel Paul Lam Gabriel, a lui contesté la version des événements fournis par le gouvernement et assure que Christopher portait un sigle presse sur ses vêtements ainsi qu'un appareil photo lorsqu'il a été tué. Alan a été visé, la personne qui l'a tué l'a clairement vu. Mardi, le corps du journaliste a été remis à des responsables de l'ambassade américaine. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a assisté ce mercredi à son premier conseil des ministres depuis 5 mois après un long séjour à Londres où il était soigné pour une maladie non révélée au public. Le chef de l'État, qui est rentré au Nigeria le 19 août dernier, après plus de 100 jours d'absence, travaille à la maison depuis son retour. Le président nigérian Muhammadu Buhari a présidé son premier conseil hebdomadaire des ministres depuis 5 mois. La semaine dernière, le Conseil des ministres avait été annulé sans explication, alimentant les rumeurs selon lesquelles le chef de l'État était trop affaibli et incapable de diriger le pays. Muhammadu Buhari, qui est rentré au Nigeria le 19 août dernier, après plus de 100 jours d'absence, travaille à la maison depuis son retour. Le président nigérian avait quitté le pays le 7 mai dernier pour Londres, où il avait déjà passé 2 mois en début d'année pour des raisons médicales. La nature du traitement n'a jamais été précisée de source officielle. L'absence d'indication officielle sur la nature de la maladie du président continue d'entretenir les rumeurs et les incertitudes quant à sa capacité à diriger le pays. Il faut dire que le président Buhari a assisté à ce premier conseil des ministres après avoir rencontré l'équipe nationale féminine de basket qui a remporté dimanche dernier la Coupe africaine de basketball au Mali. Au Cameroun, le président Paul Biya a joué ce mercredi l'apaisement en décrétant l'arrêt des poursuites judiciaires pour terrorisme et rébellion contre des leaders de la minorité anglophone dont la fronde menaçait la toute prochaine rentrée scolaire. Le président de la République a ordonné ce jour l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Nkongo Ogbor Félix, Fontem Aforteka Neba, Paul Aya Abine, a indiqué Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence, dans un communiqué lu sur les ondes de la radio d'État. Il s'agit de 3 leaders anglophones parmi la trentaine actuellement en prison et poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie et rébellion. Les leaders anglophones dénoncent la marginalisation de la communauté et revendiquent un retour au fédéralisme, voire pour certains l'indépendance. Le pouvoir central a répondu par la fermeté avec, par exemple, une coupure d'Internet pendant plus de 3 mois entre janvier et avril dans les 2 régions. Au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées et 29 blessés dans de récents affrontements dans le nord-ouest de la Centrafrique sur l'axe Bria et Alenga. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA. L'identité des belligérants des combats reste encore inconnue. La localité de Bria, qui se trouve à 450 km au nord-est de Bangui, a été en proie à une recrudescence de violence depuis le 16 août dernier. Des violences qui ont déjà fait plusieurs morts. Les gardes-côtes libyens ont secouru 542 migrants, dont des femmes et des enfants, en 4 opérations distinctes au large des côtes de la Libye entre lundi et mardi. Ce bilan a été rendu public ce mercredi par le porte-parole de la marine. Ces migrants tentaient de rejoindre l'Europe par la mer dans des embarcations en direction des côtes italiennes. Les images. Au large des côtes ouest de la Libye, les gardes-côtes libyens ont secouru 542 migrants, dont des femmes et des enfants, entre lundi et mardi. Ces sauvetages se sont déroulés en 4 opérations distinctes.
La première opération a permis de secourir 88 migrants clandestins, dont 7 femmes et 6 enfants au large de la ville de Sabratha, principal point de départ des migrants cherchant à rallier l'Europe. Par ailleurs, 164 migrants originaires des pays arabes et africains, dont 19 Égyptiens, 6 Marocains et 2 Tunisiens, ont été secourus au nord de Sabratha, à 70 km à l'ouest de Tripoli. Enfin, 290 migrants originaires des pays africains ont été secourus dans 2 opérations distinctes au nord de Sidi Bilal, un petit port de pêche à environ 25 km à l'ouest de Tripoli. Les arrivées de migrants ont enregistré un net fléchissement ces dernières semaines, environ 13 500 en juillet contre 30 500 sur la même période en 2016. Les experts y voient le résultat d'efforts entamés de longue date pour ralentir les flux au sud de la Libye et pousser les gardes-côtes libyens à intercepter les migrants dans leurs eaux. Crise politique au Venezuela et sanctions des États-Unis, l'Assemblée constituante vénézuélienne a décidé ce mardi de faire traduire en justice des opposants. Selon elle, ils ont trahi en encourageant les sanctions financières des États-Unis annoncées vendredi dernier contre le pays. Reportage. Réunis en session à Caracas, les membres de l'Assemblée constituante du Venezuela ont approuvé un décret. Ce dernier ouvre la voie à un procès historique pour trahison de la patrie contre des opposants. En l'occurrence, ceux qui ont encouragé ces actions, d'après eux, immorales des États-Unis contre les intérêts du peuple vénézuélien. Cependant, le texte ne mentionne aucun nom, mais les intervenants ont accusé l'opposition et plus particulièrement le président du Parlement, Julio Borges, et son vice-président, Freddy Guevara. Répondant à l'appel du président, le citoyen Nicolás Maduro Moros, président de la République bolivarienne du Venezuela, d'initier ensemble avec les institutions compétentes de l'État un procès historique pour trahison de la patrie contre ceux qui ont encouragé ces actions immorales contre les intérêts du peuple vénézuélien. Déclarés comme traîtres à la patrie, les acteurs politiques nationaux ayant un caractère profondément anti-vénézuélien, qui ont promu l'agression économique et l'intervention contre la République bolivarienne du Venezuela, et demandé aux institutions compétentes d'ouvrir immédiatement les enquêtes pour déterminer respectivement les responsabilités et les sanctions correspondantes. Pour conférer immédiatement les pouvoirs au procureur général de la République et au président de la Cour suprême de justice afin qu'ils engagent tous les moyens nécessaires pour déterminer la responsabilité du crime de trahison de la patrie envers ceux qui ont promu une intervention et le blocus du Venezuela. Le Parlement est la seule institution vénézuélienne contrôlée par l'opposition. L'Assemblée constituante s'est attribué l'essentiel de ses pouvoirs. Le code pénal vénézuélien prévoit une peine de 20 à 30 ans de prison pour crime de trahison. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.